On va maintenant passer notre code synchrone et on va le faire évoluer vers une fonction asynchrone. Donc ce webcast va être assez dense pour les gens qui sont en train de se mettre à JavaScript. On va voir plusieurs choses. Petite référence, je vous montre ici un article qui parle des fonctions privées et de la manière dont on peut les implémenter dans les différentes fonctions du langage. Donc je ne vais pas commenter tout cet article ici, mais certaines choses que je vais faire dans la manipulation sont décrites ici. Alors ici, ils utilisent même des mécanismes qui vont arriver dans ES7 que je ne vais pas utiliser, mais cette notion de binder euh, une fonction et puis le lien avec l'utilisation de 10 dans les fonctions est quelque chose qui est décrit ici. Alors, on va aller voir ce qu'on a dans l'IDE. Ce que j'ai déjà fait, j'ai copié ici les fichiers. Donc, j'ai mon client async et mon test client async qui référence bien le bon module. J'ai simplement fait un copier-coller et puis on va maintenant faire les modifications. Donc, ce que je voudrais ici, c'est introduire de la synchronicité. Donc, l'idée, c'est que quand je vais demander une page, je ne vais pas l'avoir tout de suite. Donc, je veux ici dans cette fonction avoir un argument supplémentaire qui est une fonction de callback qui va être appelée quand la page est disponible. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de garder cette fonction ici, celle qui prépare la page, que je vais continuer à utiliser de manière synchrone. Et puis, ce que j'aimerais, c'est en faire une fonction privée. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Si je la garde comme ça, les clients vont pouvoir l'utiliser, donc elle sera par définition pas privée. Une chose que je pourrais faire, c'est utiliser une convention de codage, par exemple mettre un dollar ou un underscore, ce qui va peut-être pas plaire à ESLint, il réclame pas. Et puis ce serait une indication que je donnerais aux développeurs que c'est une fonction qui est censée être privée, mais je ne pourrais pas en forcer l'utilisation. Donc ce que je vais faire, c'est ici prendre ce bloc, je vais le sortir de la classe et je vais en faire une fonction. Je vais, donc c'est là, si j'utilise le underscore, ça ne plaît pas à ESLint, il n'a pas envie que je fasse démarrer le début de ma fonction avec un underscore. Là, je vais utiliser cette convention, je vais dire toutes les méthodes privées ou toutes les fonctions qui vont être appelées par que je veux garder privées, je vais les commencer par $_. Ça, c'est pour que moi, je puisse m'y retrouver dans mon code. Donc, si j'ai quelque chose comme ça, pour le moment, on ne voit pas vraiment d'erreur. ESLint réclame parce que je n'ai pas encore invoqué cette fonction. Ce qu'on va voir après, c'est que comme j'utilise le 10 ici, eh bien, je vais avoir un souci, et c'est un souci dont je vais me rendre compte au moment de l'exécution. Donc, pour le moment, ce que je vais faire ici, c'est enlever tout ce bloc. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est dire return $_getPage page number. D'accord? Donc là, j'ai une méthode qui est définie dans une classe. Et puis, elle va appeler une fonction, mais vous voyez que cette fonction, elle ne fait pas partie de la classe. Donc, la manière dont JavaScript fonctionne, 10, si j'appelle cette fonction sans rien, 10 va être l'objet global. Et sur l'objet global, je ne vais pas avoir cette propriété, c'est ça qui va poser des soucis. Donc là, ici, ESLint me met un warning, il dit attention, c'est une méthode, et puis cette méthode n'utilise pas 10, c'est un peu bizarre, parce que normalement, quand on utilise, quand on définit une méthode, ben, on va accéder aux propriétés de l'instance. Donc ce que ESLint me proposerait, c'est de définir ça comme une méthode statique.
Alors, je ne vais pas le faire, je vais garder ça. On va revenir sur la classe de test. Donc là, j'ai le même test qu'avant et puis je pointe bien vers le bon module. Alors, ce qu'on va essayer de faire, si je viens ici et que je lance Mocha, on voit qu'on a une erreur. On a un next page qui a trou. Donc, la modification que j'ai faite, je pensais avoir fait quelque chose de correct. À première vue, ça avait l'air correct. Est fausse. Quand je dis avait l'air correct, je vous ai déjà mis en garde, je vous ai déjà dit que 10 allait poser un problème. Mais imaginons que je ne sache pas comment JavaScript fonctionne, ben, typiquement c'est une erreur que j'aurais pu faire. De nouveau, on voit l'intérêt d'avoir des tests unitaires. C'est ce qui fait que là, j'ai essayé de faire un refactoring. Et puis, les tests unitaires vont dire attention, changement de comportement. Comment est-ce que je vais faire maintenant pour analyser la situation et puis pour débugger? Alors, est-ce que je vais venir dans ce fichier-ci et rajouter des console logs? Peut-être, sauf que je vais perdre beaucoup de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser le debugger. Donc, pour utiliser le debugger, vous vous souvenez que on vient sur cet onglet et puis on va ajouter une configuration et vous voyez qu'on a même ici la possibilité d'avoir une configuration Mocha. Donc on va regarder ce qu'il fait. Il lance Mocha local. Il lui passe différents paramètres, un argument timeout ici, sur lequel je reviendrai ultérieurement, et puis il dit où se trouvent les tests. Alors ça a l'air pas mal, je vais enregistrer cette config, je vais la lancer, et puis on voit qu'on a les mêmes erreurs, donc il y a quelque chose qui se passe mal. Alors comme j'ai mon debugger, je vais pouvoir venir ici, donc l'erreur elle se passe sur la première fonction. Ici, donc ce que je vais faire, c'est mettre un breakpoint, relancer l'exécution. J'arrive ici, je fais un pas en avant, donc j'ai appelé getPage. Si je regarde la réponse, alors j'ai bien un objet, il a l'air d'avoir la bonne forme, mais il a été généré de manière incorrecte. Donc ça veut dire que le souci, si je veux investiguer, il va falloir que je relance. Et puis cette fois-ci que je descende dans l'exécution de cette méthode, ce que je vais faire ici. Alors j'arrive dans cette méthode, de nouveau je vais descendre. Et puis on arrive maintenant dans la méthode que j'ai passée en privé. Alors on va regarder ce qu'on a dans les différentes variables. Page number, ça a l'air d'être correct. Et puis si on fait 10, ben on voit qu'on est sur l'objet global. Donc je ne suis pas sur le client, comme j'étais avant, mais je suis sur cet objet global qui dans ce cas-là est l'environnement Node. Si j'étais dans le navigateur, ce serait Windows. Et donc, comme j'essaye d'accéder à number of pages, ben, j'ai undefined. Si je fais 10.number of pages, on voit que cette valeur n'est pas définie. Donc ça m'a permis de détecter le bug. Et ce que je vais faire maintenant, je voudrais que quand j'appelle cette fonction, j'aurais envie que la valeur de 10 corresponde à 10 quand je suis ici. Et ça, on va pouvoir le faire en JavaScript en faisant un bind 10 et en appelant la méthode. Donc ça veut dire je vais appeler cette fonction et je vais faire comme si on avait fait 10.$_getPage, ce qui fait que cette valeur devrait être correcte. Alors on va enregistrer ça pour
pourquoi est-ce qu'il n'est pas content, lui? Not in camel case. Bon, ça c'est pas dramatique. Ouais, on va quand même le changer. Alors, je vais changer ça après pour trouver une convention de nommage qui satisfait ESLint. Mais avant de faire ça, on va relancer les tests. Alors, on va retirer ce breakpoint, on va continuer. Et cette fois-ci, on voit qu'on a passé tous les tests. Donc ça, c'est bien. Maintenant, je vais revenir dans mon client. Alors, client async, voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est changer la signature de cette fonction. Donc, de nouveau, ce que je veux faire, c'est au lieu d'appeler cette méthode de manière synchrone, je vais l'appeler de manière asynchrone. Alors ça, je vais le faire dans le webcast suivant pour qu'on puisse garder les choses segmentées relativement courtes.